On va maintenant parler des tests doubles, aussi appelés vulgairement mock. Donc un test double, qu'est-ce que c'est? Ce sont des objets qui vont nous aider à rendre nos suites testables unitairement. Ils se substituent en général aux dépendances volatiles et c'est en ça en fait qu'ils vont nous aider à rendre nos suites testables unitairement. C'est-à-dire que lorsque l'on va avoir une dépendance volatile, comme un accès à une base de données ou à un système tiers ou au système de fichiers, on va utiliser un test doubles, donc du coup qui va avoir un comportement qui sera assez proche, ou en tout cas qui se substituera à la dépendance volatile, et qui nous permettra de tester notre SUT de façon unitaire, donc c'est-à-dire de façon très rapide. Et peuvent rendre les tests plus compliqués s'ils sont mal utilisés. C'est là tout le problème des tests doubles, c'est qu'il y a pas mal de littérature sur comment ils fonctionnent, et pas assez sur dans quel cas les utiliser et comment les utiliser. Alors, petite parenthèse, les tests doubles se substituent en général aux dépendances volatiles, mais il peut arriver lorsque l'on a une arborescence de classe qui est très très complexe avec plusieurs niveaux de classes et de sous-classes, de vouloir isoler une classe spécifique et tester uniquement cette classe-là. Auquel cas, on va vouloir utiliser des tests doubles, donc du coup, pour remplacer des dépendances qui ne sont pas volatiles, pardon, qui sont parfaitement stables, juste pour vérifier le comportement d'une classe très spécifique. C'est le cas, par exemple, lorsque l'on a une classe qui a beaucoup de complexité et qui a donc du coup beaucoup de conditions, beaucoup de boucles, etc. Et que l'on ne veut pas en plus avoir à tester les classes qui sont utilisées par cette classe-là. Donc du coup, on va utiliser des substituts pour se concentrer uniquement sur notre classe à nous. Et donc du coup, il en existe 5 types qui sont catégorisés, pour moi, selon 3 catégories. La première, c'est la catégorie des non comportementaux, dans lesquels on va retrouver les dummies et les stubs. Il y a ensuite les comportementaux, dans lesquels on va retrouver les spies et les mocks, ceux que l'on veut éviter. Et enfin, il y a les vrais objets, les fakes. En fait, un fake est un vrai objet, mais on l'appelle fake parce que dans le test, il aura une fonctionnalité qui sera en fait dédiée au test. Le fake, en général, on ne l'utilise pas en production, même s'il implémente un véritable comportement, même s'il est représentatif du contrat qu'il est censé implémenter. Et donc du coup, le fake en général, c'est l'objet le plus intéressant puisqu'il, réalise un véritable comportement et donc du coup, qui est le plus proche de l'objet final. Donc du coup, c'est ce qui va nous permettre d'avoir les tests les plus fidèles. Et on va voir ensemble quels sont en détail ces différents test doubles. Et donc on va commencer par voir ensemble le demi, qui est tout simplement un objet ou une fonction très simple qui retourne une valeur proche de zéro. Donc ça peut être nul, ça peut être empty string, ça peut être, et là je parle uniquement pour les queries, hein, pour ce qui va être des actions, elle ne va rien faire du tout en fait, elle va juste, retourne immédiatement, enfin un return immédiat. Et c'est un objet que l'on utilise en général lorsque l'on est obligé de passer un objet, mais qu'on sait qu'il ne sera pas utilisé lors du test. Et on va voir tout de suite un exemple ici. J'ai une interface discount avec une fonction ratio et cette fonction ratio en fait, elle va retourner le ratio que l'on veut appliquer à un total. Là en fait, on est sur un algorithme de calcul de prix dans lequel on va passer un prix, une quantité et une classe discount, donc du coup qui va appliquer une réduction si le prix total dépasse 50, on va dire 50 €. Donc du coup, ratio, ça va être un nombre entre 0 et 1 qui va être appliqué pardon, au total. Si on passe par exemple à un ratio de 0,5, tout simplement, cela signifie que l'on va diviser le prix par 2. Et donc du coup, cette fonction-là, le discount, n'est utilisé que si le total est supérieur ou égal à 50 €. Donc, ça sert à rien de passer une classe discount si on a une valeur qui est inférieure à 50 €. Et là, c'est le premier test que l'on va faire. On va calculer le prix lorsque l'on a, par exemple, un seul objet à 5 €. Donc du coup, le total, pardon, sera de 5 €. Et dans ce cas-là, le discount ne sera pas utilisé. Et donc ce que l'on va faire, vu qu'on est obligé de passer ici un paramètre qui implémente l'interface discount, c'est que l'on va passer une classe discount qui sera un demi-discount. On sait qu'elle ne sera pas utilisée. D'ailleurs, ici, vous voyez mon wallaby. Lorsque le chemin est exécuté, on a un petit carré vert ou un petit carré rouge si le test échoue. Si le carré est gris, cela signifie tout simplement que la fonction n'a pas été appelée. Donc du coup, notre demi ici, que l'on a passé dans calculate price, n'est pas appelé. Et le principe de ce demi, en fait, c'est juste de dire: «OK, j'implémente cette interface, mais je sais que je ne serai pas appelé, je sais que je ne serai pas utilisé». C'est juste un moyen de passer, en fait, le compilateur, de lui dire: «On a bien un objet, mais vu qu'on sait qu'il ne sera pas utilisé, ben, on va passer un objet qui va avoir un comportement proche de zéro». Et derrière, juste en dessous, ben, lorsque l'on va justement avoir un test qui va, exercer cette condition, donc du coup, ici, on a un prix de 5 items, de 10 items, pardon, à 5 €. Bah, là, on va passer, half discount, qui fait un moitié prix.
et on va pouvoir vérifier que le résultat, effectivement, à la fin est de 25. Donc du coup, là, si j'ai un item à 5 euros, bah, le total devrait être de 5, le discount n'est pas appelé. Par contre, si j'ai 10 items à 5 euros, le total est de 50, mais vu que mon discount il est de 50%, eh bien, on doit obtenir un résultat de 25. Donc voilà à quoi sert le demi. Il n'est pas extrêmement utilisé en pratique. Moi, je l'utilise pratiquement pas. Il sert à remplacer un objet lorsqu'on sait qu'il ne sera pas utilisé. Le stub est peut-être le test double le plus simple à comprendre après le demi, qui est un stub, on va dire, spécial. Et c'est tout simplement un objet utilisé dans nos tests qui va nous retourner la valeur de notre choix au SUT et qui est utile pour tester le résultat observable. Donc du coup, lorsque l'on parle de stub, c'est vraiment, on veut que systématiquement, lorsque notre fonction est appelée, elle retourne une valeur spécifique. Ou alors on peut configurer notre stub pour retourner un calcul selon le paramètre qui est passé en argument. C'est tout à fait faisable. Mais c'est de se dire que la règle de calcul de la valeur, elle est fixe et elle est connue au niveau du test. Et donc, sans plus attendre, on va voir ensemble un exemple. On reprend l'exemple du discount. Donc, du coup, on a une interface discount qui retourne un ratio. Et on a une fonction calculate price qui va calculer un prix. Mais si le total dépasse 50 euros, on va lui appliquer un ratio. Et le ratio, du coup, il est retourné par notre interface discount. Et là, on a un stub discount, donc du coup, qui est un stub, dans lequel on va préconfigurer le ratio. Et on va tout simplement retourner le ratio qui est préconfiguré. Et c'est comme ça que qu'on l'utilise ici. On va calculer le prix. Donc du coup, pour 10 items à 5 euros, on va bien avoir un total de 50. Donc on va rentrer dans cette boucle-là et on va appeler le ratio. Et le ratio, en fait, il est passé ici en argument de notre stub discount. Ici, on a passé 0,5. Donc du coup, on va faire un moitié prix. Et au final, lorsque l'on a 5 éléments, pardon, 10 éléments à 5 euros, on devra avoir un total de 50 euros tout rond et si on applique un discount de 0,5, on devra avoir 25 euros. Et le stub, c'est rien de plus compliqué que ça. On pourrait mettre ici éventuellement un stub, une règle un peu plus complexe, un calcul, et cetera. Rien ne nous y en empêche, pardon. Mais là, en l'occurrence, on a gardé un stub qui est très simple et c'est en général le type de stub le plus courant que l'on utilise. C'est tout simplement avoir une valeur préconfigurée, retourner toujours cette valeur. Donc le SPY est un test de bol de la catégorie des objets de test comportementaux qui sauvegarde la façon dont ces méthodes sont appelées et qui implique de savoir comment l'objet est utilisé par le SUT. Alors ce que j'entends par sauvegarder la façon dont ces méthodes sont appelées, c'est tout simplement avoir du code à l'intérieur du SPY, voire certaines librairies le font automatiquement pour se souvenir de combien de fois telles méthodes ont été appelées, avec quels arguments, quelle était la valeur de sortie, etc. etc. Donc c'est un objet qui est vraiment, je dirais, très intrusif de la façon dont le SUT va utiliser le SPY. Donc le SPY, c'est un objet qui est utilisé par notre système under test. Et le fait d'avoir tout ce bagage de SPY implique, bah, justement, c'est de l'espionnage, hein, c'est dans le nom, de savoir exactement de quelle façon est-ce que notre SUT va communiquer avec le spy. Donc du coup, pour moi, c'est un objet intrusif, dans le sens où dès que l'on va modifier un petit peu le SUT, qu'on va modifier sa façon de fonctionner, il y a de grandes chances que l'on ait également besoin de mettre à jour le test qui va utiliser ce spy-là. Et donc sans plus tarder, voyons ensemble un exemple. Donc ici, on a un test dans lequel on va récupérer des produits. Donc on va dire que l'on va faire une requête HTTP sur un serveur tiers ou autre pour récupérer des produits. Et on utilise une interface Product Fetcher. Donc Product Fetcher, c'est simple. C'est une méthode qui prend en paramètre des arguments et qui va retourner un tableau de produits. Elle prend en paramètre un fetch product arg. Donc du coup, c'est les arguments que l'on veut passer à cette méthode fetch. Et ces arguments sont keywords pour une ligne, pour les mots-clés en fait que l'on veut récupérer et la limite de produits que l'on veut récupérer. Donc ça peut être, on veut récupérer 5 produits, 10 produits, 20 produits, etc. avec des mots-clés spécifiques. Et donc du coup, ici, on a une classe qui s'appelle spy product fetcher. Donc du coup, c'est un spy et à chaque fois que l'on va appeler la méthode fetch, lui va sauvegarder les paramètres qui ont été passés à cette méthode fetch et retourner un tableau vide, tout simplement. On n'a pas de comportement préconfiguré. Ici, on veut juste retourner un tableau vide. On est un spy et pas encore ni un mock ni un fake. Et donc, du coup, notre fetch product, il a une petite règle métier. C'est que si la limite dépasse 100, eh bien, on veut la fixer à 100 au maximum. Donc, du coup, on veut empêcher de récupérer plus de 100 produits. Et c'est à ça que va nous servir notre spy, c'est de faire en sorte que lorsqu'on appelle fetch product, on puisse vérifier que si on passe une limite qui dépasse le 100, eh ben, cette méthode-là reste appelée
avec un maximum de 100. Donc c'est-à-dire que si, par exemple, on a notre test ici, on va créer notre spy product fetcher et ici, on va appeler fetch product et ici, on va passer une limite de 200. Donc on a le droit ici, à ce moment-là, de passer 200 et nous, ce que l'on veut, c'est que cette méthode-là, fetch product, elle cape le nombre de produits maximum à 100. Donc du coup, on veut que notre spy soit appelé avec un limit qui est égal à 100, ici dans ce cas-là en tout cas. Et là, on peut regarder, ben, on va déjà avoir un résultat dans lequel on va avoir un tableau vide, mais on va également ici tester que le fetch arg, donc du coup, c'est le tableau dans lequel ont été sauvegardés les différents paramètres. On va avoir une entrée par appel. On va vérifier que notre tableau soit égal à keyword foo, c'est ce qui était passé, et limite 100. Pourquoi? Parce qu'on a capé ici à 100. Et donc du coup, c'est comme ça que s'utilise un spy. C'est pour vérifier quels sont les paramètres qui ont été passés, de quelle façon est-ce que l'objet a été utilisé, et cetera, et cetera. Typiquement, lorsqu'on a un spy, déjà, on va vérifier, que notre fetcher, est une taille, donc du coup, to have length, je crois, to have length of one, donc on vérifie qu'il n'a été appelé qu'une seule fois et on va vérifier que le 1er appel contient uniquement keyword foo, limite 100. C'est un petit refacto pour montrer un petit peu, comment on pourrait tester un spy. Et là, en l'occurrence, ceux qui sont attentifs ont pu remarquer qu'on a 2 tests, 2 points de sortie différents. On teste ici le result et on teste ici le mock. Le mock en lui-même, ça, c'est ce qu'on appelle un mock based. Donc du coup, on va vérifier comment est-ce que le SUT se comporte avec notre spy. C'est un autre point de sortie que la valeur de retour de la méthode que l'on est en train de tester. Donc du coup, en fait, idéalement, il faudrait mettre 2 tests ici et il faudrait retirer la vérification de résultat ici, comme ceci, et là, vérifier l'appel au spy, comme cela. Voilà. Donc ce test-là, on va vérifier du coup qu'on a bien un tableau vide qui est retourné et dans ce test-là, on va vérifier que notre spy ait bien été invoqué avec une limite de 100 et pas de 200. Le mock est peut-être le test double le plus connu, puisqu'en général, quand on parle de mock, on parle même de l'entièreté des tests double. Et un mock, c'est tout simplement un objet qui est préconfiguré avant l'exécution du point d'entrée du SUT, donc avant l'exécution de la fonction de la classe que l'on veut tester. Et les vérifications peuvent se faire pendant l'exécution du SUT. C'est ça qui est intéressant, c'est que au moment où le mock est invoqué, où les méthodes du mock sont invoquées, on peut effectuer des tests avant même que le SUT ait terminé son exécution. Donc on peut en amont, s'assurer que le code fonctionne ou échouer si jamais le SUT ne se comporte pas de la façon dont on le voudrait. Ou on peut sauvegarder en fait, les résultats de cet appel-là et vérifier après le test si, tout s'est bien passé. Donc du coup, sans plus tarder, voyons un exemple. Ici, on a un mock. Donc du coup, on reprend exactement le même scénario que l'on a vu pour le spy. On est toujours sur le fetch product dans lequel on veut limiter les produits à 100. On a toujours l'interface product fetcher avec fetch product args. Sauf que cette fois-ci, on va avoir un mock. Et plutôt que de voir comment est-ce qu'il est codé, on va voir comment est-ce qu'il est utilisé. Ici, dans le test, on a un fetcher, donc du coup, on crée le mock product fetcher qui va être un mock. Et on va lui dire que on s'attend à avoir un produit maximum de 100. C'est-à-dire que lorsque le mock va être appelé, on s'attend à ce que la limite qui soit passée à ce mock, lorsqu'il va être invoqué, soit égale à 100 et qu'on ne dépasse pas 100. Et donc du coup, on va exécuter ensuite la fonction. On n'aura pas besoin de vérifier le mock parce que le mock va avoir ses vérifications en interne. On a juste besoin de vérifier le résultat de sortie. Et le mock en lui-même, bah, il fonctionne peut-être de la façon dont vous vous y attendez. C'est qu'on a une variable expected max product que l'on va préconfigurer ici, un set expected max product. Et lorsque l'on va appeler le fetch, on va faire notre vérification et balancer une erreur si jamais, ben, tout simplement, le nombre de produits qui est passé, la limite ici, est supérieur à ce que l'on attendait. Ou on peut mettre également un expect arg.limit to be less than or equal. Les deux sont équivalents. Peut-être que celui-là est même davantage préféré que celui-là. Mais en gros, le principe, c'est qu'à l'intérieur du mock, on va avoir une vérification qui va échouer l'exécution du SUT si jamais le produit que l'on passe, le nombre de produits que l'on passe, ici, est supérieur à 100. Si ici, par exemple, je mets 101, on va avoir une erreur, mock error, max products pardon, exceeded. Ici, on va avoir un throw. Et donc, du coup, le test va échouer. Il va nous dire exactement quelle est l'erreur. Tout ce qu'on a à faire pour régler le problème ici, c'est de mettre le limite à 100.
Et donc du coup, ça c'est un premier exemple de mock. On va avoir un deuxième exemple dans lequel cette fois-ci, on va carrément passer en paramètre une fonction. Donc c'est toujours le même cas, hein, on a toujours fetch product, notre interface, notre mock, et cetera. La différence, c'est que cette fois, le mock ne va pas avoir de comportement comme on l'a eu ici, dans lequel il y a une vérification et on retourne un tableau. Là, le mock est un objet qui est extrêmement générique, dans lequel on peut passer un callback, une fonction de callback, qui va tout simplement être exécutée lorsque l'on va appeler fetch. Et donc du coup, tous nos tests vont devoir se faire à l'intérieur de la méthode de callback que l'on va passer ici. Et donc du coup, ici, lorsque l'on va utiliser notre mock product fetcher, on va lui passer une fonction. Donc du coup, c'est la fonction qui sera appelée par notre mock lorsque l'on va appeler fetch ici. Lorsque l'on va appeler fetch, le mock va reprendre la fonction de callback qui a été sauvegardée en amont. Donc ici, lorsqu'on fait fetcher set callback, on va préparer en amont la fonction sample fetch qui sera appelée par notre mock. Et ensuite, le mock, lorsque l'on va appeler fetch, lui, va appeler la fonction que l'on a passée en paramètre ici de cette callback. Donc du coup, lorsque l'on va appeler fetch product ici, on va retourner ce qu'il y a ici. En fait, on va exécuter cette fonction et donc du coup retourner sa valeur de retour. Si ici je mets test et que je mets, on va mettre un vrai produit, on va mettre apple et banana. Tout simplement, ici, je vais avoir en sortie apple et banana. Hop là, comme ça. Je peux mettre n'importe quelle fonction. Si vous êtes un petit peu familier avec JavaScript, je peux mettre ici une fonction directement de cette façon-là, ici, une fonction anonyme, ou je peux passer une fonction, une lambda de cette façon-là, tout simplement. Donc il y a différentes façons de passer une fonction, mais l'idée, en fait, c'est que l'on va juste passer la fonction qui doit être appelée. Et là, si on veut, on peut faire nos vérifications. Par exemple, on va avoir args, hein, et on peut dire if args est supérieur à 100, throw new error, par exemple. Args.limit, pardon. Dot limit supérieur à 100, throw new error, too many limits to I. Et là, tout simplement, si ici je vais mettre la limite à 101, je vais avoir limit to I qui va être appelée. Donc ça, c'est notre façon d'utiliser un mock lorsque l'on veut utiliser une classe de mock générique et que l'on veut pouvoir faire différents tests avec différents scénarios. Moi, je n'aime pas trop en fait cette façon de faire parce que je la trouve pas très lisible. Elle rend le code de test un peu surchargé à mon goût. Donc du coup, en général, je n'utilise pas les mocks. Et si j'utilise les mocks, ben, je préfère les faire moi-même et les préconfigurer. C'est une question de choix. Moi, personnellement, je trouve que utiliser des mocks nuit beaucoup trop au test pour en valoir la peine. Sauf dans certains cas où on n'a vraiment pas le choix. Et donc, du coup, voilà comment s'utilise un mock ici avec un exemple très concret. Le fake n'est pas tout à fait un test doubles, mais il va avoir une fonction de test doubles à l'intérieur de notre test. Le fake est un véritable objet qui incorpore un vrai comportement et qui se substitue à un système complexe à mettre en place ou pas encore disponible. Donc sans plus tarder, on va voir un exemple. Ici, on a toujours le même cas dans lequel on veut récupérer un produit, mais cette fois-ci, on va utiliser ce qu'on appelle un in-memory. C'est-à-dire que notre fetch product ici, en fait, ça va être une base de données en mémoire, donc avec un véritable comportement. Et lorsque l'on va faire ici notre fetch, donc du coup, on va vouloir passer nos paramètres, on va véritablement retourner le nombre de résultats que l'on attend. Donc ici, pour le test, on a passé la limite à 3 au lieu de 100. Et pour voir le fake en action, on a passé par exemple ici une base de données de 4 items, crayon, stylo, papier, gomme, etc. Et lorsque l'on va vouloir récupérer nos produits, on va passer une limite de 5, donc du coup qui dépasse la limite de 3. Donc du coup ici on sait que ce sera capé à 3. Et on va bel et bien récupérer les 3 premiers items ici de notre base de données. Et c'est beaucoup plus simple à comprendre. Parce qu'en fait, ici, notre fetcher, c'est un véritable objet en fait, hein, qui fonctionne en mémoire, mais qui implémente véritablement l'interface de product fetcher. Et elle a une base de données de 4 items. Et donc, du coup, c'est logique que lorsqu'on veut récupérer 5 produits, sachant que l'on est limité à 3, on récupère les 3 premiers produits du tableau. Et en ça, les fakes sont extrêmement pratiques, extrêmement simples à mettre en place dans une grande majorité des cas, et ont tendance à rendre nos tests beaucoup plus simples à comprendre et surtout à rendre nos tests doubles réutilisables. C'est-à-dire que si par exemple on a d'autres classes et d'autres sous-classes qui utilisent le product fetcher, on n'aura pas besoin de créer un stub, un mock ou autre à chaque test. On pourra réutiliser celui-là pour l'entièreté de nos tests. Donc ça en fait un objet qui est très très riche et très pratique. Refactoriser nous prendra beaucoup moins de temps, on aura juste à modifier
cet objet-là et pas tous les autres objets. Et tous nos tests, du coup, bah, dépendront d'un même objet, donc du coup, il y aura beaucoup moins de duplication, beaucoup moins de lignes de code. Et en ça, les fakes sont extrêmement pratiques. Moi, personnellement, dans ma pratique, j'utilise presque que des fakes. En résumé de toute cette partie sur les tests doubles, on va donc avoir dans les non comportementaux les demi, le demi-object qui retourne une valeur nulle et qui est très utile lorsque l'on doit fournir un objet, mais qu'on sait qu'on ne l'utilisera pas, notamment dans certains lorsque l'on a pas mal de tests à faire et que dans une partie de nos tests, bah, on sait qu'on n'utilisera pas, un certain objet. On a ensuite le stub qui retourne une valeur spécifique et qui est utile pour tester les requêtes et les lectures. La stub, c'est surtout très, très utile pour, tout ce qui va être lecture parce qu'on va pouvoir retourner, une donnée qui est fixe ou une donnée qui est précalculée. On a ensuite les comportementaux, ceux que j'aime le moins, parmi lesquels on a le spy qui sauvegarde les appels faits à ces méthodes, par exemple les arguments, le nombre d'appels, le paramètre de sortie, etc. Et qui est utile pour tester comment un objet est utilisé. C'est ça le problème en fait des comportementaux, c'est que on va en savoir un peu trop sur la façon dont le SUT va utiliser ses dépendances. Et ça, c'est quelque chose que l'on veut absolument éviter. Le mock, donc du coup, qui est un niveau au-dessus du spy, qui est un objet préconfiguré capable d'analyser comment est-ce qu'il est utilisé. Donc, c'est-à-dire qu'il saura, par exemple, qu'il va être appelé de telle façon-là, qu'il devra ou non laisser passer un appel de méthode selon les arguments qui sont passés ou selon l'état de l'objet à ce moment-là. Donc, c'est très utile lorsque l'on veut tester des objets, des state machines qui peuvent être très complexes, par exemple. Il possède des méthodes pour préparer ces vérifications. Donc en amont de l'exécution, donc du coup avant le act, de la partie arrange, act, assert, dans la partie arrange, on va configurer le mock pour faire en sorte qu'il échoue ou qu'il retourne des valeurs spécifiques, par exemple. Et enfin, on a le vrai objet, donc du coup le fake, qui implémente un véritable comportement, comme on a pu le voir avec le in-memory, et qui respecte le contrat auquel il se soumet. Et c'est très utile pour vérifier des actions complexes ou pour avoir des tests qui soient beaucoup moins fragiles avec un véritable comportement, mais du coup, un comportement qui soit testable unitairement, qui n'ait pas de dépendance volatile. Et en cela, les fakes sont mes objets préférés et ceux que j'utilise le plus, parce que j'ai tendance à avoir des test doubles pour mes dépendances volatiles qui peuvent être assez poussées, des repositories par exemple, ou des API tierces. Et en cela, le fake, c'est ce qui me donne le plus de souplesse et de flexibilité. Je peux encoder un seul pour une interface spécifique et le réutiliser pour l'ensemble de mes tests. Donc du coup, pour résumer, les non comportementaux, demi et stub, vous pouvez les utiliser autant que vous voulez. Les spies et les mocks, je préférerais les éviter au maximum. Et les fakes, ce sont les objets les plus puissants lorsque l'on doit avoir du comportement et que l'on veut réutiliser ces comportements et avoir des tests qui ne soient pas trop couplés à la façon dont le sud fonctionne.